Bonjour Frédéric Descrozaille. Bonjour. On va parler de Rouen. Emmanuel Macron était hier, un mois après l'incendie de Lubrizol. Il n'y a plus aucune inquiétude pour les produits agricoles et l'élevage? Que je sache, non. Tout a été élevé. C'est effectivement les produits qui ont été le plus concernés par la prudence de l'État. Ça a pesé très lourd sur les exploitations, en particulier sur le lait, mais là, ça a été levé. Donc c'est qu'il y a eu un très grand nombre d'analyses, je ne sais même plus, plusieurs centaines qui ont été faites. Donc non, il n'y a plus de risque à ce stade. Même tout si, risque écarté. Tout risque écarté. En fait, le risque, il est devenu économique. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, d'une part, il y a des pertes d'exploitation qui vont coûter cher. Il peut y avoir des pertes de marché qui sont toujours difficiles à rattraper. Donc voilà, il y a un travail sur les indemnisations qui vont coûter de l'argent, sachant que si l'entreprise est prise à partie, ce sera à elle d'indemniser au final. Et il faut d'abord qu'il y ait la solidarité nationale qui joue. Donc ça sera le cas. L'agriculture française, elle souffre. Elle est coincée entre des impératifs de compétitivité et la pression des écologistes. Quelle est aujourd'hui la stratégie du gouvernement? La stratégie du gouvernement aujourd'hui, elle repose sur deux choses. D'une part, encourager, accompagner l'offre agricole qui permette de satisfaire des demandes dites sociétales. Si on prend l'Île-de-France par exemple, il y a 12 millions de consommateurs avec pas mal de pouvoir d'achat, 540 000 hectares, essentiellement du blé, pratiquement que ça, sachant qu'il y a une tonne du blé sur deux qui est exporté. C'est une spécialisation en céréales qui est relativement récente. Il y a 70 ans, il y avait des vergers, il y avait de l'élevage, il y avait du maraîchage. Bon. Donc il s'agit de réintroduire tout ça en fait. Pour avoir, si on prend par exemple les légumes racines, pommes de terre et carottes, on en consomme plus de 52 000 tonnes en restauration en foyer en Ile-de-France, on en produit à peine 2 500 tonnes. Donc il y a de la place pour au moins 2 stations de 25 000 tonnes. Ça, c'est des investissements lourds. En plus, si on ne veut pas utiliser de pesticides, et notamment un produit qui est cancérigène, donc qui doit être utilisé dans des conditions qui sont très drastiques, si on ne veut plus l'utiliser, il faut avoir 7 fois... Je parle du dichloropropène, qui est utilisé pour éliminer les nématodes quand on fait des carottes. Il faut avoir 7 fois la surface que celle qui permet de saturer l'usine. Plus de surface agricole. Oui, parce qu'en fait, il faut une rotation sur 7 ans pour éliminer les nématodes. Donc une agriculture plus polyvalente, plus proche des besoins des consommateurs. Exactement. Qui se diversifie. Et qui, donc, c'est des céréaliers qui se mettent à faire autre chose. À faire des légumes racines. Mais ça, on le décrète? Non, justement pas. On ne le décrète pas. Il faut qu'il y ait des investissements agricoles déclenchés par des actes d'achat. Dans la loi, ce qu'on a prévu, c'est que les cuisines centrales ont obligation, à horizon 2022, d'avoir 50% de produits sous signe de qualité, du bio, et puis en fait de satisfaire à cette demande de saisonnalité, de produits de proximité et de qualité. Mais ça, c'est dans la loi et c'est le mieux qu'on pouvait faire. L'État ne peut pas plus à ce stade. Moi, en tant que député, ce que je fais, c'est qu'autour du préfet de région, avec des acteurs que je connais, j'essaie de déclencher des investissements agricoles par des engagements en volume. Grande distribution, grossiste, en fait, restauration collective. Donc c'est une discussion permanente. Cette montée en gamme, elle est quand même pas un peu illusoire compte tenu de toutes les conséquences que ça peut avoir sur le quotidien des agriculteurs? Alors là, vous avez raison, c'est qu'on ne positionne pas un secteur sur du haut de gamme. Ça n'existe pas. Un marché, c'est une pyramide. Mais pour avoir un meilleur accès au haut de gamme, en l'occurrence, il y a un haut de gamme qui n'est pas fourni. Il y a une demande en bio aujourd'hui. Si on ne fait rien, on va l'importer, le bio, dans les cuisines centrales. Ce qu'on fait déjà parfois. Ce qu'on fait déjà beaucoup. Bon. Donc, pour fournir ce haut de gamme, il faut qu'il y ait une diversification, c'est-à-dire une déspécialisation. Une spécialisation agricole qui a coûté cher en termes d'environnement en réalité. Quand vous êtes en monoculture, vous faites toujours la même culture tous les ans sur des cultures. Les sols s'appauvrissent. Exactement. Vous nourrissez directement la plante, vous ne nourrissez plus la terre qui nourrit la plante. Donc en fait, c'est un petit peu cet excès-là auquel on est arrivé. Donc il faut arriver à diversifier. Et là, encore une fois, ce sont les investissements. Ça nécessitera de payer un petit peu plus cher son alimentation, ça je l'affirme. On n'aura pas ce qu'on a demandé. Les Français doivent s'y préparer, ils le savent d'ailleurs. Ils ont commencé à le faire. Depuis 4-5 ans, le budget alimentation, le budget des ménages a arrêté de chuter. Il était en chute libre depuis 1946, depuis les tickets de rationnement au lendemain de la guerre. Il a arrêté de baisser. Donc en fait, les gens commencent à faire ce qu'ils disent. Cette prise de conscience, elle existe. Il y avait un rapport sénatorial avant l'été qui disait que la balance commerciale agricole pourrait devenir déficitaire pour la première fois en 2023. Alors, c'est un risque. Ce sont les vins et spiritueux qui tirent cette balance commerciale. Vers le haut pour le moment. En l'occurrence, les taxes aux États-Unis coûtent une fortune à la viticulture française. C'est plus d'1,6 milliard de chiffre d'affaires qui sont pénalisés par une taxe de 25% qui est inabsorbable. Donc, c'est pour ça que les accords commerciaux
sur lesquels on est régulièrement mis à l'index en disant vous faites n'importe quoi parce qu'on n'a pas besoin de ça. Si on a besoin de protéger des débouchés à l'export. Vous parlez par exemple du Mercosur là? Alors le Mercosur, je parle plutôt du CETA qu'on a adopté. Le Mercosur, c'est quelque chose à titre personnel, je suis plus que réservé et en l'état, je ne voterai pas pour. Le CETA, j'ai voté pour parce que ce plan juridique, c'était une avancée considérable par rapport à ce qu'était l'accord multilatéral sur l'investissement au temps de Jospin, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises de mettre un État au tribunal. Là-dessus, on a énormément avancé au niveau international. On en a parlé un petit peu. Les cas de zones de non-traitement aux pesticides, c'est très mal vécu par les agriculteurs. Ah, oui. On verse dans l'agribashing permanent. Oui, absolument. C'est-à-dire et là, ça repose beaucoup sur une méconnaissance, en fait. Il y a des liens à rétablir entre des populations qui ne se connaissent pas. Le métier d'agriculteur, c'est fascinant. C'est l'un des métiers sur lesquels on se prononce le plus volontiers en prétendant un peu savoir comment il doit être exercé ce métier. Tout le monde est un peu agriculteur. Exactement, tout le monde a un avis là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de métiers, quand vous n'y connaissez rien, en général, vous écoutez, vous ne dites pas comment, je ne vais pas vous apprendre comment vous allez faire votre métier. Agriculteur, en fait, tout le monde a une idée sur le fait que, y compris on entend des gens qui disent les éleveurs, il faudrait les former, par exemple, au bien-être animal. Ce qui est aberrant, c'est un métier qui est très technique, qui se fait sur le long terme, qui s'apprend en un très grand nombre d'années, qu'on n'arrête pas d'améliorer. Donc, il y a un problème de méconnaissance. Il faut mettre en relation des urbains qui ne connaissent plus ces métiers-là avec des agriculteurs pour qu'on fasse baisser les passions. Cette histoire de zone de non-traitement, typiquement en Ile-de-France, si on fait ne serait-ce que 15 mètres, mais c'est des zones, ça va devenir des dépotoirs. S'ils ne peuvent plus traiter, ils ne vont plus rien y faire. Mais les gens vont y déverser tout ce qu'on veut. Il va y avoir un problème d'hygiène dans la région, ça serait dramatique. Donc, il faut passer aux non-pesticides en prenant le temps. Le temps agricole est un temps long. Un verger, c'est un business plan à 30 ans. Mais en même temps, à l'approche des municipales, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui vont tenter de verdir leur programme et notamment de prendre des arrêtés divers et variés, notamment sur ces zones de non-traitement? Je le regrette. Il y a probablement aussi des listes qui vont prétendre bâtir des cuisines centrales avec un lien direct avec les agriculteurs sans se rendre compte qu'en termes logistiques, ça coûte une fortune et qu'il faut passer par les grossistes, qui est un métier de prescripteur et qui est un métier qui maîtrise la logistique urbaine. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu de connaissance et il y a aussi un enjeu de formation des acheteurs au niveau des collectivités. Parce que c'est quand un acheteur connaît les variétés, connaît les campagnes et savent comment réagissent les consommateurs, on est très très météo-sensible en France. Donc la responsabilisation aussi de ces acteurs. Absolument. Comment vous expliquez le succès du film Au nom de la Terre qui a fait plus de 1,5 million d'entrées? Alors personnellement, je ne l'ai pas encore vu, bien que je sois cinéphile, donc j'aurais du mal à en parler. Non mais le succès, même si vous n'avez pas vu le film. Je peux présumer que c'est un succès qui est lié au fait que le rapport à nos paysages, à l'agriculture, on est un pays de producteurs, c'est un atavisme en France. C'est-à-dire qu'il y a une passion, en fait. Quand je disais que c'est un métier sur lequel tout le monde se prononce, je le déplore parce qu'il y a un peu de enjeu de méconnaissance, mais ça vient de très loin. On a tous dans nos grands-parents... Des racines paysannes. Bien sûr. Un certain nombre d'agriculteurs ont été séduits par le vote Emmanuel Macron en 2017. Ils pourraient passer à l'extrême droite. Il y a de toute façon, dans le monde agricole, depuis pratiquement Jacques Chirac, il y a une désillusion. Il y a le fait de se rendre compte que le ministère de l'Agriculture a perdu pied, a perdu de son poids en interministériel depuis 20 ans, depuis 25 ans. Il y a le fait de se rendre compte que dans l'exercice du pouvoir, la connaissance de leur secteur et des acteurs est quelque chose qui est en perte de vitesse, et donc il y a une désillusion. Donc je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'acteurs qui comptent encore sur nous, sur Emmanuel Macron, tout en étant exaspérés de se rendre compte qu'il y a aussi cette méconnaissance et puis de l'agribashing qui est mal maîtrisé, des tendances qui vont trop vite pour eux sur l'environnement. Vous le constatez dans votre département ? Dans mon département, il n'y a pas beaucoup de paysans, en fait. Donc, moi, je connais bien ces questions de par ma carrière, mais je ne suis pas en zone rurale. Tous mes collègues qui ne connaissaient pas ce secteur, qui sont en zone rurale agricole, s'y sont tous mis. En un an, ils ont appris beaucoup de choses au contact des acteurs. Les États généraux de l'alimentation, c'était il y a 1 an, ça a fait pchit? On ne peut pas dire ça parce que c'était justement il y a 1 an. C'est trop court. Les États généraux de l'alimentation, le principe, ce que je disais tout à l'heure, c'était d'inverser le mécanisme de négociation. C'est de faire démarrer la négociation à partir du producteur. Donc d'inverser le mécanisme, c'est de ne pas partir de l'acheteur de la grande distribution qui, lui, brutalement dit, voilà, on démarre à -3.
Et puis on négocie sur cette base. Ce qui se fait encore un peu, c'est extrêmement violent, les négociations annuelles dans la grande distribution. Donc c'était de partir de l'autre sens. Ça ne s'est pas encore fait, ça. Mais parce que les distributeurs n'ont pas joué le jeu? Les distributeurs n'ont pas encore joué le jeu. En tout cas, mal et trop peu. Et puis, mais y compris les industriels n'ont pas eu le temps. C'est-à-dire cette mécanique de partir de la production ne s'est pas encore suffisamment faite. Ça va prendre du temps. Et de toute façon, ça ne peut se faire que lorsque vous avez plus d'acheteurs. Mais du temps, c'est quoi comme délai? C'est quelques années. Un agriculteur, encore une fois, si vous êtes en monoculture, vous n'avez qu'un acheteur. Si je fais que du blé, je n'ai qu'un acheteur, j'en ai peut-être 2 grands maximum. Si je commence à faire plusieurs productions et qu'à côté du blé, j'ai une serre avec des légumes ratatouille et puis je suis moins dépendant du distributeur. Bien sûr, j'ai plusieurs acheteurs et donc je suis un petit peu plus sûr de moi dans la négociation. Question d'actualité, le train de Rungis, dit de Rungis, qui transporte des primeurs entre Perpignan et le marché international, est à l'arrêt depuis juillet. Il devait reprendre ces jours-ci. Ça ne se fera pas. Pourquoi? Alors, je ne connais pas cette question. J'en suis navré. C'est un vrai problème. Je sais que le gouvernement travaille sur l'enjeu du fret. Dans ma circonscription, il y a le port de Bonneuil qu'il s'agit de faire revivre, donc avec une arrivée ferroviaire et des voies fluviales. C'est évidemment des solutions qu'il faut privilégier, mais en l'occurrence, sur cette question de ce train de Rungis, j'ai appris effectivement qu'il ne le reprendrait pas, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas encore pourquoi. Merci beaucoup Frédéric Descrozaille. Merci.